Madame Lefebvre, vous devez rentrer immédiatement, j'ai trouvé quelque chose derrière la cloison du bureau et je pense que vous devriez venir seule. C'était Marek au téléphone, le plombier que j'avais engagé 6 jours plus tôt à cause d'une tache d'humidité qui s'étalait sur le plafond du salon, juste en dessous du bureau de mon mari. Je me tenais sur le parking de l'église Sainte-Thérèse dans mon gilet noir repassé du matin, mon missel dans une main et mes clés de voiture dans l'autre, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. C'était un dimanche. La messe commençait à 10h et Marek avait appelé à 9h45. Je m'en souviens car j'étais agacée à l'idée de rater le premier chant, puis je me suis sentie ridicule de m'inquiéter pour un cantique alors qu'un homme m'ordonnait de rentrer seul chez moi. J'ai mis 11 minutes pour faire le trajet jusqu'à notre maison de la rue des Cerisiers, roulant à 70 au lieu de 50. Mes mains tremblaient de cette façon incontrôlable où l'on ne peut plus rien faire, alors on serre le volant plus fort en prétendant que c'est une solution. Marek m'attendait sur le perron. C'est un homme d'une 50aine d'années, d'origine polonaise, bâti comme un roc. Ma voisine Gaëlle me l'avait recommandé en disant qu'il avait réparé sa pompe en 2 heures pour un prix très honnête. Il avait de la poussière de plâtre sur les avant-bras et une expression que je n'aimais pas du tout. Il m'a expliqué qu'il cherchait la fuite derrière la bibliothèque intégrée et qu'il avait dû retirer une section de cloison et le tuyau. Il a précisé que le tuyau n'était pas le problème mais qu'il y avait quelque chose de boulonné à la structure derrière. Il m'a conduite à l'étage. Le bureau de Romain sentait encore son parfum, cette bougie au bois de santal qu'il gardait sur le rebord de la fenêtre, mélangée à l'odeur du vieux papier et à cette légère lourdeur des pièces que personne n'ouvre plus. Je n'y étais pas vraiment retournée depuis les obsèques, soit 7 mois. Je fermais la porte en passant devant comme s'il s'agissait d'une chambre d'hôpital où je n'avais pas le droit d'entrer. Marek avait décalé la bibliothèque d'environ 60 cm. Derrière, un rectangle de placo avait été découpé et là, fixé directement au montant en bois, se trouvait un coffre-fort ignifugé en acier gris de la taille d'un micro-ondes. Marek a dit qu'il était plombier et non détective mais que ce n'était pas un problème de tuyauterie. Je me suis agenouillée et mes genoux ont craqué. Le coffre n'était pas verrouillé, juste fermé par un loquet. À l'intérieur, il y avait du liquide, des liasses de billets cerclés. J'ai compté plus tard 38 500 €. Sous l'argent, il y avait une enveloppe Kraft remplie de relevés bancaires, une clé USB dans un petit sachet en plastique et tout au fond, une seule feuille de papier pliée en 2, couverte de l'écriture de Romain. Je l'ai reconnu avant même de lire un mot. Il avait cette façon d'écrire, petite, serrée, parfaitement droite même sans ligne. On aurait dit qu'il remplissait un formulaire même quand il écrivait une lettre. Je n'ai pas tout lu sur le moment, mes yeux ont capté des fragments. Didier facture la société via une entreprise écran, plus de 300 000 € sur 3 ans, tout ce dont tu as besoin est sur la clé, et vers le bas, souligné 2 fois, ne fais pas confiance à Corinne. Mon estomac s'est noué. Pas à cause de l'argent, pas à cause de Didier, mais à cause de Corinne Marchand, la femme de Didier, qui m'avait envoyé un message 3 jours plus tôt pour me proposer de déjeuner dans ce petit resto italien près de la mairie. Corinne, qui m'avait apporté des gratins la semaine de la mort de Romain et qui s'était assise avec moi sur le canapé pendant que je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. Corinne, à qui je racontais tout depuis 7 mois. J'ai levé les yeux vers Marek. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, fixant le sol pour ne pas voir le contenu du coffre. Il m'a demandé si j'allais bien. Évidemment que je n'allais pas bien. J'étais à genoux sur le sol du bureau de mon défunt mari, tenant une fortune en liquide et une lettre qui réécrivait tout ce que je pensais savoir sur mon mariage, sur l'associé de mon mari et sur la femme que je considérais comme mon amie. J'ai parlé du tuyau parce que mon cerveau avait besoin de s'accrocher à quelque chose de simple. Vous aviez dit que le tuyau allait bien. Marek a marqué une pause en se grattant la nuque. Il a expliqué que le métal n'était pas corrodé naturellement mais qu'il semblait avoir subi une pression comme si quelqu'un s'était appuyé dessus violemment ou l'avait forcé. Il ne disait pas que c'était criminel mais que les tuyaux ne faisaient pas ça tout seuls. Je suis restée assise sur le sol de ce bureau longtemps après le départ de Marek. Romain avait caché ce coffre. Il avait accumulé des preuves contre son propre associé et les avait emmurées. Puis il était mort d'une arythmie cardiaque un samedi matin avant de pouvoir agir. Pendant 7 mois, j'étais passée devant cette pièce alors que les réponses étaient là,
à 30 centimètres derrière le mur. La première chose que j'ai faite était stupide. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur à 11 h du soir ce même dimanche et j'ai passé les 3 heures suivantes à essayer de deviner le mot de passe. Notre anniversaire de mariage, le 14 juin 2017, refusé. Mon anniversaire, le 3 mars 1992, refusé. Son anniversaire, notre adresse, notre code postal, mon nom de jeune fille, le nom de sa mère, le nom de notre rue, le mot de passe, refusé, refusé, refusé. J'ai essayé 41 combinaisons. Je le sais car j'ai commencé à noter la liste au dos d'un ticket de caisse après les 10 premières. À minuit, mes yeux brûlaient et ma nuque était bloquée à force de rester penchée sur l'écran. À 1 h du matin, je tapais n'importe quoi comme si l'univers allait récompenser mon entêtement. Ce ne fut pas le cas. La clé est restée verrouillée. J'ai failli la lancer à travers la pièce mais je ne l'ai pas fait car c'était peut-être la seule copie de ce que Romain avait collecté. Je me suis donc plongée dans les papiers. Les relevés bancaires couvraient 31 mois. Je les ai étalés sur la table de la cuisine, occupant toute la surface. Chaque mois, il y avait un virement du compte de la société Lefebvre et Marchand vers une structure nommée Marchand Conseil. Les montants n'étaient pas identiques, 8 200 € un mois, 11 400 cents le suivant. C'était assez irrégulier pour ne pas déclencher d'alerte automatique mais assez régulier pour que quelqu'un soit très méthodique. J'ai fait le calcul sur mon téléphone 2 fois car le total me donnait le vertige, plus de 310 000 € détournés de l'entreprise que mon mari avait bâtie. Je pensais sans cesse à son étiqueteuse. Romain étiquetait tout, pas seulement les dossiers, mais chaque bocal d'épices, chaque disjoncteur du tableau électrique, chaque bac dans le garage. Il avait étiqueté chacun de ses relevés bancaires par mois et par année dans le coin supérieur droit avant de les classer. Même en découvrant la pire trahison de sa vie, il était resté organisé. C'était lui. Mon téléphone a vibré. C'était Françoise, la mère de Romain. Elle m'a demandé si j'avais enfin trié les affaires personnelles de son fils dans le bureau. Sa voix était sèche, tendue, comme elle l'était depuis des mois. J'ai menti en disant que je n'en avais pas encore eu l'énergie. Il y a eu un long silence puis elle a répondu que je devrais le faire avant de raccrocher. Pas de bonne nuit, pas de je t'aime, juste le clic de la fin d'appel. Françoise était devenue ainsi depuis les obsèques. Avant, elle m'appelait 2 fois par semaine pour discuter pendant 1 heure de ses recettes ou des potins du quartier. Après l'enterrement, plus rien. Pas un mot pour mon anniversaire, un simple texto de 2 lignes pour Noël. Je me disais qu'elle m'en voulait de ne pas avoir remarqué l'état de santé de Romain plus tôt. Perdre Romain était une blessure, perdre Françoise était du sel sur la plaie. 20 minutes plus tard, mon téléphone s'est rallumé. Didier Marchand. Éléonore, comment vas-tu? J'ai réfléchi et mon offre de rachat de tes parts tient toujours, 125 000 € pour ta moitié, c'est simple et sans tracas, tu ne veux pas t'embêter avec une boîte de pose de parquet, laisse-moi m'en occuper. Sa voix était chaleureuse et amicale, comme un homme qui propose de porter vos courses pendant qu'il vide vos poches. J'ai répondu que je n'étais pas prête et il a dit de prendre mon temps mais il y avait une urgence sous-jacente qu'il ne pouvait cacher. Après avoir raccroché, j'ai reçu un cœur de Corinne me proposant un café. J'ai fixé cet emoji pendant 1 minute en repensant à la lettre de Romain. J'ai répondu d'accord pour jeudi, puis j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et je me suis lavé les mains même si elles n'étaient pas sales. Justine est ma meilleure amie depuis le lycée. Nous avons survécu à tout, ses divorces, la séparation de mes parents, des voyages ratés et des milliers d'heures à boire du café infâme en résolvant nos problèmes. Je l'ai appelée le mardi soir et je lui ai tout raconté. Justine travaille comme secrétaire administrative à la préfecture. Elle n'est pas avocate mais elle a accès au registre public et une tolérance zéro pour les voleurs. Le mercredi après-midi, elle m'a rappelé. Marchand Conseil a été enregistré il y a 3 ans, associé unique Didier Marchand, adresse de gestion une simple boîte postale, aucun employé, aucun bureau, aucun site internet. C'était là, une société appartenant entièrement à Didier facturant des services inexistants à l'entreprise codétenue avec mon mari. 3 ans de fausses factures. J'ai apporté tout cela à Maître Beaumont, un avocat qui porte ses lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou.
Il a étalé les documents sur sa table de conférence et a lu la lettre de Romain. C'est troublant, a-t-il dit, mais pas conclusif, car si Didier prétend que les conseils étaient réels, ces papiers ne suffiront pas, il nous faut le contenu de cette clé USB. Je me suis sentie vidée. Je suis restée assise dans ma vieille Renault sur le parking, moteur éteint, et une pensée atroce m'a traversée. Et si Romain était impliqué, et si les billets dans le coffre étaient sa part du gâteau, et si j'étais sur le point de détruire la réputation de mon mari défunt pour une affaire que je ne comprenais pas. Je suis restée là 20 minutes à pleurer avant de reprendre la lettre. Romain écrivait qu'il aurait dû me le dire, qu'il essayait de régler cela seul pour me protéger, qu'il voulait confronter Didier directement. Romain ne volait pas, il construisait un dossier méthodiquement. J'ai essuyé mon visage et j'ai remarqué un détail dans la doublure du coffre sous le feutre, quelque chose de métallique. J'avais laissé le coffre dans mon coffre de voiture. J'ai soulevé le tissu et j'ai trouvé une clé en laiton avec une petite étiquette faite à l'étiqueteuse, SKS numéro 117. Le garde-meuble se trouvait dans la zone industrielle près d'un magasin de pneus. J'y suis allée le jeudi matin. Le box numéro 117 était au rez-de-chaussée. La clé a tourné avec un déclic et le rideau métallique a grincé. 3 cartons d'archives étaient soigneusement empilés et étiquetés, factures marchand, correspondance marchand, chronologie et notes. Je me suis assise sur le béton froid et j'ai ouvert le premier carton. Des factures imprimées de marchands conseils signées par Didier pour des termes vagues comme études de marché ou stratégie d'acquisition, 38 factures au total. Le deuxième carton contenait des emails avec des contacts inexistants dont Romain avait prouvé que les noms de domaine avaient été créés 3 jours avant les factures. Le troisième carton était la chronologie de Romain, 9 pages d'écriture serrée. La dernière entrée datait de 9 jours avant sa mort. Voir son écriture sur ces pages de documentation patiente me bouleversait. Il devait travailler là-dessus la nuit pendant que je dormais. Ce soir-là, j'ai tenté une dernière fois d'ouvrir la clé USB. Je pensais à Romain, à ses histoires d'enfance, à son chien Gribouille qu'il avait eu pour ses 10 ans en 1994. Il racontait cette histoire avec tellement de tendresse. J'ai tapé Gribouille 1994. La clé s'est déverrouillée. Elle contenait tout, 37 mois de virements, des photos des factures avec métadonnées, des captures d'écran des faux comptes email, tout était organisé par dossier annuel. Chaque euro était tracé, chaque mensonge documenté, totalisant 347 216 €. J'aurais dû être soulagée mais j'ai commis une erreur lors du café avec Corinne. J'étais distraite et j'ai mentionné que je rangeais les vieux dossiers professionnels de Romain pour m'occuper. J'ai vu son regard changer, se durcir une demi-seconde avant de redevenir doux. 2 jours plus tard, Didier était sur mon perron à 18h45. Il portait un pull chic et sa grosse voiture était garée de travers. Il a exigé que je lui rende les dossiers de l'entreprise que Romain aurait pu garder à la maison. J'ai menti en disant que je n'avais trouvé que des photos de famille. Il est parti mais il est resté dans sa voiture devant chez moi pendant une minute entière avant de démarrer. 2 jours après, j'ai reçu une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats représentant Didier me mettant en demeure de restituer tous les documents financiers sous 14 jours. Corinne l'avait prévenu. Ce soir-là, j'étais au plus bas, assise par terre en train de manger des biscuits secs. J'ai appelé Justine en pleurant, disant que je devrais peut-être accepter les 125 000 € et abandonner. Justine m'a rappelé que Romain n'avait pas passé 3 ans à rassembler des preuves pour que je les donne à l'homme qui l'avait volé. Je suis montée dans son bureau, je me suis assise dans son fauteuil et j'ai lu la dernière ligne de son journal. Rendez-vous avec l'expert comptable le 14 pour discuter des options, si ça ne marche pas, je vais voir le procureur. Il n'a jamais pu s'y rendre car il s'est effondré le samedi précédent. J'ai posé ma main sur le carton et j'ai promis à voix haute de finir le travail. Le lundi, j'ai tout raconté à Maître Beaumont. Nous avons passé 4 heures à croiser les factures, les emails et la chronologie de Romain. L'avocat a retiré ses lunettes et a murmuré que mon mari était d'une précision incroyable. Le vendredi, le dossier était complet. 38 factures frauduleuses, toutes signées par Didier et payables à sa société Écran. Maître Beaumont a rédigé 2 lettres. La première exigeait le remboursement intégral des sommes volées plus le rachat de mes parts à leur juste valeur, soit 410 000 €, sous 30 jours.
La seconde était adressée au procureur de la République, prête à être envoyée si Didier refusait. Un règlement civil sous menace de poursuite pénale est souvent plus rapide. Le mercredi suivant, Françoise a frappé à ma porte. Elle avait les yeux rouges. Elle est entrée et s'est assise à la cuisine. Elle m'a confié que Romain l'avait appelée 2 mois avant sa mort pour lui dire qu'il s'inquiétait des comptes et qu'il soupçonnait Didier de détournement. Elle lui avait dit de s'en occuper et était retournée regarder son jeu télévisé. Elle ne m'évitait pas parce qu'elle me blâmait, mais parce qu'elle s'en voulait de ne pas l'avoir soutenue. Nous avons pleuré ensemble en buvant une infusion dans la tasse préférée de Romain. Le lundi suivant, dans le bureau de l'avocat, Didier est arrivé sûr de lui, sentant fort le parfum coûteux. Maître Beaumont a étalé les documents un par un. Le sourire de Didier s'est effacé vers la 12e facture. Son propre avocat est devenu livide. Didier a tenté de bafouiller que les conseils étaient réels, mais Beaumont a sorti la preuve ultime, un email personnel de Didier demandant de préparer une facture de 11 000 € sur le même modèle que la précédente. Le silence était total. Didier avait construit sa propre cage barreau par barreau pendant 3 ans. Après une discussion houleuse avec son avocat dans le couloir, il a accepté le remboursement intégral et le rachat de mes parts pour un total de 757 000 €. Il a signé d'une main tremblante sans me regarder une seule fois. Je lui ai simplement dit qu'il aurait dû savoir que Romain m'avait appris à lire les chiffres. Il est parti et sa voiture de luxe a disparu au coin de la rue. Le règlement a été versé 53 jours plus tard. J'ai remboursé l'intégralité du prêt de la maison l'après-midi même. Romain avait dû jongler avec les paiements dans l'ombre pendant des mois sans comprendre pourquoi ses marges fondaient. Françoise vient dîner tous les jeudis maintenant. Nous cuisinons les plats préférés de Romain et nous racontons ses manies, comme la fois où il a voulu construire une pergola qui penchait de 10 degrés mais jurait que c'était fait exprès. Didier a dû vendre sa voiture et fermer sa société fantôme. Corinne m'a envoyé un message d'excuse pathétique un mois plus tard en disant qu'elle était dans une position impossible. Je n'ai pas répondu car ce n'était pas une excuse mais un besoin de se déculpabiliser. Marek le plombier a envoyé sa facture finale et je lui ai ajouté un pourboire généreux avec un mot le remerciant de m'avoir dit de venir seul. Le bureau est différent maintenant. J'ai rebouché le mur, repeint les murs et j'y ai installé un fauteuil de lecture confortable. Piment, notre chien, s'endort souvent sur le tapis à mes pieds. Mardi dernier, je me suis assise sur la terrasse avec mon thé, regardant les lucioles dans le jardin. Je n'avais pas besoin de regarder mon téléphone. Romain n'avait pas pu finir son combat alors je l'ai fait pour lui. Quel récit bouleversant sur la force de la vérité et la persévérance. Cette histoire nous montre que même après la perte d'un être cher, le lien qui nous unit à lui peut nous donner le courage d'affronter les plus grandes trahisons. Éléonore a su transformer sa douleur en une quête de justice exemplaire, prouvant que l'organisation et la rigueur de son mari étaient son plus bel héritage. C'est un rappel puissant que la loyauté ne s'achète pas et que les masques finissent toujours par tomber, même ceux des personnes que nous pensions être nos amis les plus proches. La découverte de ce coffre caché n'était pas seulement une question d'argent, mais une manière pour Romain de protéger sa femme par-delà la mort, lui laissant les outils nécessaires pour reprendre sa vie en main. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions. Avez-vous déjà découvert un secret ou un objet caché qui a totalement changé votre perception d'un proche ou d'une situation passée ?